Salut, tu écoutes Flamboyante, un podcast produit par Mauvaise Tête. Je suis Arthur et mon invité cette semaine s'appelle Clément, ou plutôt Véronica Vandelire. Je suis heureux de te partager notre discussion. Si tu veux en savoir plus encore sur lui, tu peux aller regarder Clément, Reine de la Nuit, un documentaire en 7 parties disponible sur Arte. Belle écoute. Salut. Salut. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour les auditeurs et pour moi ? Les auditeurs, des choses que je ne sais pas, même pour moi. Eh ben, je m'appelle Clément, ou dans le monde de la nuit, je m'appelle Véronica Vandelire. J'ai 31 ans et je fais du drag depuis maintenant 7 ans. J'ai commencé à Lille avec des amis et du coup, c'est venu comme ça. On est tombé sur des vidéos, on faisait déjà des soirées un peu folles. Avec des outfits et des thèmes, et du coup on a commencé à faire du drag, gros guillemets potentiel. C'est pas vraiment du drag, parce que ça existait pas trop à l'époque. Et après je suis arrivé à Paris en 2013, et là j'ai commencé les House of Moda, où j'ai pu faire grandir mon personnage. Trop bien, on va reparler un peu des House of Moda un peu plus tard. Du coup tu viens de Lille, c'est ça, t'as grandi là-bas ? Ouais. Ça s'est bien passé, c'était comment ? Ah bah oui, c'est une ville hyper sympa, hyper chaleureuse. Les gens sont toujours là pour les autres, et donc plutôt chaleureux. Donc. Ouais, plus qu'à Paris. Non, mais c'est différent. Après, la vie, elle est plus... Enfin, en province, on est toujours un peu plus détendu, on va dire. Ouais. C'est sûr qu'à Paris, on court partout, mais moi, je suis le premier à courir dans tous les coins. Et du coup, même moi, des fois, les gens me trouvent un peu tendu, mais c'est juste qu'en fait, je cours partout. Ok. Et donc, du coup, le drag, c'est déjà venu à Lille ? Ouais, ça vient de là-bas, ça vient de là-bas. J'ai commencé là-bas avec des amis, des soirées d'anniversaire, des trucs comme ça. J'ai décidé de faire des thèmes genre Gogo Dancer et Drag Queen. Après, pour des anniversaires, il y avait un pote qui avait fait son enterrement. Puis qu'on était venu en drague, on avait pleuré, et puis on avait fait des discours sur la mort de notre ami. Alors, c'était génial, parce qu'il est sorti d'un cercueil après, bon, bref. Ah, il y avait des mises en scène. Ah oui, mise en scène, attends, il y avait déjà des shows. Hein, et ouais, non, ça vient de là, ouais. Et c'est intéressant parce que du coup, tu faisais du drag à Lille avec tes potes, mais c'était vraiment dans le cadre amical, quoi. Il n'y avait pas d'idée de performer extérieur. Non, vraiment pas, ouais, c'était vraiment juste entre nous pour s'amuser en soirée, quoi. Ok. Et en plus, Europol n'était pas encore très développé, et du coup... on n'avait pas trop de codes sur lesquels se rattacher. Il y avait une scène drag à Lille déjà ? Non, du tout. Je connaissais une seule drag queen et elle était plus transformiste, puisque ça a toujours été un peu plus ça. Non, c'était plus une transformiste qui sortait en dehors des cabarets. Et tout le reste, c'était dans les cabarets. Ouais. Et c'était des transformistes dans tous les cas, c'était pas des drags. Oui, donc c'était pas encore installé. Non, c'était pas dans la culture encore. Et donc, du coup, t'es arrivé à Paris quand ? En septembre 2013. Ok. Et c'est là où j'ai fait ma première House of Moda, où je me suis dit, je suis pas tout seul à faire du drag, ça existe. Et parce que mon meilleur pote Florent, qui est aussi ma fille, qui s'appelle Amber Tonic, et qui est aussi en partie un de mes designers, qui fait mes tenues, était là depuis 1 an avant en fait. Et du coup, lui, il avait déjà, ils ont toujours des outfits complètement dingues. Et vu que moi, je commençais un peu le drag et un peu les outfits un peu extravagants, je m'étais dit, putain, il faut vraiment que je le fasse, quoi. Et j'ai pas eu l'occasion avant d'arriver sur Paris, en 2013. Et là, du coup, première fois où je vais à House Moda, première fois où je sors à Paris, je fais mes House of Moda et j'y vais en drag. Et c'était la meilleure découverte de ma vie. Révélation. Déjà que j'étais pas tout seul, qu'on n'était pas juste 4 personnes paumées à Lille à faire des trucs comme ça. Et en plus, l'ambiance était géniale, hyper safe, hyper bien accueillie. Vraiment la meilleure soirée pour moi. Ouais, tu t'y es senti bien. Ouais, direct. C'est intéressant l'idée d'être accompagné parce que justement dans l'épisode 2 de Flamboyante avec Étienne, la poutre, il m'expliquait qu'il avait eu le courage d'avancer en drag queen et aussi qu'il avait eu l'envie parce qu'il était entouré et que c'était surtout ça qui comptait. C'est un truc que tu ressens aussi ? Bah ouais, parce que c'est important de savoir que t'es pas tout seul à faire un truc un peu qui sort des codes et des normes de la société, parce que c'est quand même quelque chose assez impressionnant et assez vraiment revendicatif, quoi. Donc de faire du drag. Donc, pour moi qui suis une personne, un homme cisgenre
Me mettre en personnage féminin, c'est quand même quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on te dit dans la société. Et du coup, quand tu es tout seul, bah, tu te dis, bon, est-ce que je suis vraiment normal, entre guillemets, tu vois, puisqu'on a quand même ces clichés dans la tête de normalité. Mais quand tu te retrouves avec 15 personnes autour de toi qui sont dans le même contexte que toi, qui font la même chose que toi, tu te dis, ah ben en fait, ça existe et c'est pas moi qui suis bizarre, c'est la société qui va pas dans le bon sens, quoi, c'est qui laisse pas les gens faire, quoi. Et c'est clair que ça aide beaucoup à s'ouvrir, à se développer et à faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Ouais, tu t'apprends aussi la liberté, et c'est ce que j'avais. D'accord. Du coup, ça montre vraiment la liberté que tu peux avoir quand t'es en drague, quoi. Bah, c'est exactement ça. Enfin, clairement, dans la société, la seule chose qui est, entre guillemets, correcte à l'heure actuelle, c'est quand même d'être un cis blanc, musclé, brun barbu, voilà, hétéronormé, quoi. Ça avance légèrement, mais c'est encore toujours ancré, même dans la société, même dans la communauté gay, hein. Littéralement, ceux qui sont le plus mis en avant en général, c'est les cis blancs musclés. Et ouais, quand je mets la dernière touche de maquillage, quand j'ai posé ma perruque et le truc, Véro, elle est complètement là, et le reste du monde peut tourner autrement, je m'en fous complètement. C'est le moment où moi je me sens bien, et je peux partager avec les autres un moment, voilà, un moment privilégié, différent de ce que la société te dit, quoi. Et justement, ce personnage de Véronique Avendelire, il t'a aidé aussi, toi, en tant que Clément, à te libérer de ces dictates un peu, ou genre quand t'es toi, ça te dérange encore? Ou c'est compliqué encore? Bah, c'est un process, hein, c'est pas, ça peut pas être fait comme ça du jour au lendemain, mais effectivement, elle m'aide vachement à apprécier mon corps, à apprécier ma part de féminité, parce que on m'a jamais dit que je pouvais être féminin, on m'a jamais dit que je pouvais crier partout, etc. J'ai une éducation assez stricte de base, même si ma mère est très ouverte maintenant, ma famille aussi est très ouverte sur le drag, c'est drôle d'ailleurs. Oui, c'est intéressant ça. Même ma famille vient me voir en performer. Mais non. Oui, si, c'était... C'est fabuleux. C'est la première découverte que j'ai découvert à force de faire du drag, et ça c'est extraordinaire, mais ouais, ça m'aide vachement, mais après c'est quand même un process. J'ai vu qu'à côté de ça, bah, tu vois tous les rapports avec les mecs que tu veux pouvoir faire, avec qui tu veux sortir, etc. Il y a toujours ce rapport au corps, il y a toujours ce rapport à la norme qui revient en fait. Très présent dans la culture gay. Ouais, très très présent, et encore plus sur les applis. Alors oui, on me dit, fais pas les applis, etc. Mais étant donné que moi je sors beaucoup en drague, les gens que je rencontre, ils me voient principalement en drague, et ça peut aussi leur poser problème, parce que derrière, du coup, ils voient pas la personne qui est derrière le personnage. Ou alors ils n'arrivent pas à assumer le fait que moi je puisse faire les deux, c'est-à-dire assumer un personnage féminin et en même temps m'assumer moi en tant qu'homme gay. C'est un frein dans les relations d'être drague? C'est hyper oui, c'est un gros frein quand même. Ouais. C'est un gros frein parce que justement, est-ce que les gens assumeraient d'avoir quelqu'un qui paraît féminin? Et ça, c'est un truc que je me suis déjà beaucoup pris dans la figure, comme quoi ils n'assumeraient pas de sortir avec une drague. Donc Véro, elle m'aide à m'assumer un peu plus, sauf qu'il y a toujours le retour de bâton de la communauté gay qui te dit finalement ce que tu fais et donc le corps que tu as n'est pas correct, quoi. Ouais. Alors du coup on parle de Véro depuis 10 minutes là, mais est-ce que du coup, parce que donc, tu es drag queen sous le nom de Véronique Avendelire, c'est venu comment cette envie? Tu m'as parlé de tes potes à Lille, c'est tout, c'est venu comme ça. Après le lycée a été assez compliqué pour moi, parce que je faisais déjà 20 kilos de plus, parce que j'étais dans le côté gay, mais je n'assumais pas à 300%, j'étais dans un lycée catho, et donc bon, comment te dire que dans un lycée privé catho, t'es pas vraiment hyper accepté pour ce que tu es et ce que tu fais, et en plus quand t'as des kilos en trop, du coup t'as le cliché du gay un peu rondouillard qui est pas très masculin, et du coup j'ai pas hyper bien vécu le lycée, et à un moment en fait je suis arrivé à la fac, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens différents, de plein d'univers différents, de plein de morphologies différentes, de plein de cultures différentes. Ça m'a beaucoup libéré sur moi et sur me dire en fait je peux faire ce que je veux, j'ai pas à me préoccuper de tout ça, et les gens que j'ai rencontrés à la fac qui sont maintenant mes meilleurs amis m'ont aussi beaucoup aidé sur m'accepter. Et du coup, ça m'a donné l'envie d'essayer plein de choses. Après, j'ai rencontré les gens avec qui j'ai commencé le drag, qui étaient un peu plus dans la mode, un peu plus dans la créativité, parce que j'en avais un qui était fleuriste, un autre qui était dans la mode, qui est Florent, qui est dans la mode actuellement.
un autre qui travaillait plutôt dans le prêt-à-porter, etc. Et du coup, ils avaient toujours cette envie de faire des trucs encore plus fous, encore plus avec des thèmes complètement sortis de nulle part. Et moi, j'étais genre, ouais, je vais pouvoir m'amuser un peu à faire des trucs. Et du coup, j'ai commencé un peu à mettre un peu de make-up, à essayer des tenues un peu plus avec plein de bijoux. Donc, j'arrivais à la fac, j'avais ma deuxième année de fac, littéralement, j'arrivais avec une veste de costard remplie de broches, des bagues dans tous les coins, 4 colliers et des bracelets. Et je me sentais la plus fashionista de toute la fac. Et ça m'a aidé vachement à justement aller ce process en fait jusqu'à arriver au drag, le drag qui a tombé par hasard en fait. En regardant des vidéos, je suis tombé sur Willam, Detox et Vicky qui faisaient This Boy is the Bottom, et je suis tombé complètement amoureux de Vicky Vox, et de là je me suis dit putain il faut qu'on le fasse, et du coup je l'ai montré à mes potes, et ces potes là on dit bah gars, allez go banco, prochain anniversaire, drag et Google Dancer. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Comme ça. Et on a refait à notre façon Detox, Willam et Vicky, et franchement c'était génial quoi. Et depuis là, j'ai commencé le drag. À chaque soirée, on essayait de plus en plus de faire du drag, de faire des costumes extravagants et des trucs. Voilà. Et à cette époque-là, c'était déjà Véronica Vanderleer ou c'était... Non, c'était pas Véronica. Je n'avais pas encore trop... on n'avait pas trop cette notion de personnage encore. C'était plus le côté créatif qui sortait, mais le personnage en lui-même... Quand est-ce qu'il est venu? Il est venu à la Pride de Lille que j'ai faite en drag. Où là, je m'étais dit, mais il faut quand même que je trouve un nom pour mon personnage. Et du coup, ça vient de mon icône absolue, Amanda Lear. C'est bien ce que je pensais. Et mon autre icône absolue, qui en plus que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps en vrai, avec qui j'ai parlé 30 minutes, et je suis complètement encore sous le choc. Extraordinaire, c'est Marianne James. Ok. Qui avait créé il y a un certain nombre d'années l'Ultima Recital, et qui est avec le personnage de Maria Ulrika von Clot. Et le faune du coup vient de Maria Ulrika von Clot, et c'est pour ça que c'est devenu Véronica von Leer. Ah, c'est fabuleux. Ok. Et du coup, Marianne l'a découvert sur Insta, parce qu'elle me suit beaucoup, et elle me commande pas mal de choses que je fais, puisqu'elle connaît la Big Bertha, qui est du coup un ami très proche. Et du coup, elle a découvert qu'elle a fait la connexion. Et quand on s'est rencontrés à la Pride, puisqu'elle était marraine de la Pride, ça a été tellement génial pour moi, mais complètement... je sais pas, je suis arrivé dans une espèce d'utopie, j'ai été lui dire bonjour, elle m'a dit « Mais c'est Véronica von Leer, c'est Véronica von Leer !» Et j'étais là... Et du coup, c'est là où vient Véronica von Leer. Et Véronica en tant que telle, c'est juste que j'ai toujours aimé ce prénom. Et il y a un côté un peu dominateur, mais en même temps un petit peu genre très féminin. Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est un peu le côté dur et en même temps, genre. Avec le K aussi, tu vois, ouais, avec le K. Alors, le K est venu après, là c'était un C. Et effectivement, j'ai un pote qui m'a dit, mais tu devrais mettre un K, ça sonne un peu mieux avec un K. Et quand j'y ai pensé, vu qu'il y avait le phone Leer derrière, enfin, je dis pas phone Leer parce que je ne dis pas allemand, mais le von Leer, ça c'est Véronica von Leer. Et du coup, c'était vachement plus fort et ça revient encore. Donc, t'es arrivé à Paris, tu m'as dit en 2013. Ouais, c'est ça. J'ai lu 2 choses sur ta vie, c'est que tu travaillais dans la chimie. Oui. Donc t'es venu à Paris pour ça essentiellement ou c'était... Ouais, je suis venu à Paris pour mon alternance, ouais. Ok. J'ai fait mon alternance, du coup je faisais une licence pro dans la santé, sécurité et environnement option chimie. Donc plus pour tout ce qui est sécurité chimique pure. Et du coup j'ai fait mon alternance à Paris, avec ma fac à Paris à Cergy. Donc c'est pour ça que je suis venu en 2013 pour pouvoir faire mes études là. Et tu es resté là. Et je suis resté. Et maintenant je suis à Paris, mais je ne suis plus chimiste. Ah, tu n'es plus chimiste? Depuis la semaine dernière. Oh waouh, et tu fais quoi aujourd'hui? Eh bien, je vais devenir artiste à 100%. C'est vrai? Oui. Ok, et c'est-à-dire, développe en tant que drague? Oui, en tant que drague. Voilà. Oh waouh. Et oui. Ah, mais c'est tout récent. C'est une étape? Ah bah ouais, on va essayer. Je me laisse quelques années pour voir comment ça tourne. Et ouais. Je vais pas faire que du drag évidemment parce que c'est pas parce que je suis pas sûr qu'on puisse en vivre vraiment. Mais ça c'est une question qui revient souvent. C'est pas un truc qu'on peut facilement vivre. Il faut faire plein de choses différentes. Et encore là, ce qu'on dépense dans le drag, ce qu'on gagne, c'est un petit peu... c'est pas très équilibré. Pas très équilibré, ouais. Il y a une petite marge, mais... non, mais en fait, moi j'ai aussi tourné en tant que drag, mais aussi en tant qu'acteur dans un court-métrage il y a pas longtemps, et qui s'appelle Show de Pauline Hamelin, et ça m'a un peu montré que je pouvais peut-être être acteur,
ça m'a donné envie d'essayer d'autres choses dans ce domaine-là, en dehors de choses que j'ai déjà faites comme des clips, etc., qui me plaisent beaucoup, parce que j'adore c'est l'univers du clip, l'univers du tournage, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. Mais du coup, avec cette notion, ce test de court-métrage, ça m'a vraiment donné envie d'essayer aussi, pas que du drag, mais aussi acteur et continuer la danse et peut-être reprendre des cours de chant que j'ai arrêté parce que je n'avais plus le temps. Donc ça me laissera plein d'opportunités pour faire plein de choses artistiques que je n'ai jamais eu le temps de faire à 300%, et là, parce que j'avais le temps, entre le boulot de 40 heures semaine plus 2 fois des drags par week-end. Oui, le poste de chimiste de drag, c'est pas compliqué à gérer. Oui, c'était un peu compliqué. Ouais, j'ai passé 3 ans à quasiment faire de chez 7 jours sur 7. Et j'avoue que mon corps en a un peu subi les conséquences, donc là, ça va me permettre aussi de faire d'autres choses, d'essayer d'autres choses. Après, ça ne veut pas dire que je ne retournerai pas dans la chimie quand j'aurai décidé, mais là, je me fais un petit plaisir j'ai passé 30 ans, je me fais un petit plaisir de 2 ans de voir un peu, tester la vie artistique, voir ce que ça donne. T'as raison, je trouve ça super. Tu fais de la danse, c'est ça? Ouais, je fais du voguing et du walking. Ah, c'est génial, ok, trop cool. Alors j'ai lu un autre truc, je sais pas du tout si c'est encore d'actualité, mais j'ai lu Clément fait des compètes de volley qui l'emmènent jusqu'à Madrid. J'ai trouvé ça incroyable, donc je veux que tu me parles de ça. Eh bien, c'est encore le cas. Enfin, là, pour le coup, cette année, j'ai pas eu trop le temps d'y aller, mais j'ai fait quelques tournois. J'en fais un à Montpellier, là, en août, justement. Je fais partie de Contre-Pied, qui est une association LGBT de volley. D'accord. Et du coup, là, cette année, j'ai pas fait beaucoup d'entraînement, parce que malheureusement, c'est le jeudi et vendredi, et en général, c'est là où je travaille. C'est pas les meilleurs jours pour le drag. Pour le drag, c'est pas le meilleur jour. Avant, c'était pratique parce qu'il y avait un open, parce que l'open, c'est là où en fait, tous les niveaux peuvent se mélanger. Ouais. Et après, chaque niveau a son entraînement. Et c'était le mercredi soir, ce qui m'arrangeait vachement, parce que moi, je pouvais faire l'open, et assez peu souvent, vraiment, ça me permettait de faire l'open. Sauf que là, c'est tombé le jeudi. Et du coup, j'ai fait, c'est un peu plus compliqué. Ça donnait que je fais beaucoup de choses, mais là, l'avantage, c'est que vu que maintenant j'aurai plus de temps, je vais potentiellement pouvoir retourner faire du volley. Même si c'est quand même une de mes passions que je fais depuis que j'ai 7 ans. Ah oui, quand même. Ouais, j'en ai fait pas mal. Après, j'en ai pas fait tout le temps en compète, donc c'est pour ça que j'ai pas un niveau. Voilà, parce que j'ai 30 ans, j'en ai fait depuis 7 ans, techniquement je devrais être en national, mais j'ai pas fait dans le process, si on fait de la compète depuis autant d'années, on arrive en national. Okay. Mais j'ai pas fait que du national, j'ai pas fait que de la compète, j'ai fait 3 ans de compète quand j'étais petit, après c'était tout le pas de cursus scolaire, j'ai toujours pris le volleyball, et j'ai fait de l'association sportive à chaque fois, et j'ai repris au lycée le volleyball en tant que loisir, en compète après en loisir. Puis après, je suis resté en loisir parce que c'est là où je m'amuse le plus et que j'ai pas envie de me prendre le chou sur une compète. Je suis pas très compète en général pour quoi que ce soit. C'est pas mon goal dans la vie. Ouais. Et du coup, je l'ai toujours fait en loisir et ça me plaît vachement, quoi. Parce que ça reste une petite passion que j'ai et vraiment, toucher un ballon de volley, c'est mon petit plaisir de sport, quoi. Très bien. Du coup, je continue. C'était un petit point sportif, mais je voulais qu'on en parle. Sportif de Et donc on va revenir un peu au drag. Est-ce que tu te souviens de ta première performance? Alors c'est la première fois que j'ai performé, c'était... que je me souvienne. Alors, je sais pas si on appelle ça performance, j'étais enfin, si j'ai fait des performances, mais dans les soirées privées avec mes potes, où c'était les prémices de performance, on va dire. Mais c'était drôle, parce que j'ai fait des trucs... mais c'était entre amis, donc c'est pas vraiment... je sais pas si on peut le compter comme une performance en soi, mais c'en est une. La première performance officielle, j'ai bossé pour la Moda Open Space, mais c'était pas des performances, c'était vraiment, on était là en tant qu'acteur dans la soirée, on devait faire des shows dans la soirée, un peu animer, enfin faire bouger les gens, leur faire des trucs, et l'Open Space en gros. C'est une performance. Ouais, c'est une performance, c'est plus un art vivant, on va dire. Ouais. C'est plus une performance art vivant. Parce qu'en gros, on était les secrétaires de l'Open Space et on devait discuter avec les gens, les faire rentrer, les faire taper un petit écrit sur la machine, enfin des trucs à la con comme ça. Mais c'était les performances à l'époque de la House of Moda qui étaient vraiment géniales, principalement faites par les paillettes d'ailleurs, qui est équipée aussi beaucoup avec la Moda. Mais ma première performance officielle, c'était le Dragathon 2015.
que j'ai gagné. Voilà, première performance, on gagne. Ouais, après, moi je faisais du drag déjà depuis 2013, j'y allais souvent, j'allais quasiment à toutes les modas, donc je m'entraînais sur plein de choses, si je voyais plein de choses, pas mal. J'ai fait aussi, j'étais pas mal au Club Sandwich, je sais qui était à l'époque quand même une des soirées qui était réputée, alors c'était une soirée de mode, mais il y avait quand même quelques drags qui étaient là, donc artistes, et puis aussi dont Anna Star qui était l'égérie, qui est quand même un personnage extraordinaire de Paris et iconique en tant qu'artiste dans Paris, en tout cas pour la culture underground. Et ouais, donc là, du coup, j'avais vu pas mal de choses. Après, j'avais vu aussi un peu les divas qui existaient à l'époque aussi, faites par Lady Chocolat, qui était le mari de Sylvia Slott, qui était une des règles de la Club Sandwich, et qui chante. Orlando, il chante encore dans toutes les troupes là. En ce moment, il est sur le Roi Lion Disney. Il fait aussi Brown Sugar, enfin il a pas mal de tournées. Et du coup, j'avais déjà vu pas mal de petites choses, parce que j'avais loupé le Dragon en 2014, parce que j'étais pas à Paris quand ils l'ont fait, alors je devais y participer. Et du coup, j'ai fait en 2015, j'ai participé parce que Jérémy Pétinier et Mademoiselle Etienne voulaient absolument que je participe. Oui. T'avais pas trop le track, donc t'étais déjà plus ou moins habitué quoi. J'étais habitué à faire en drag, après j'étais pas habitué à performer sur scène. Et puis quand, c'était au café de Paris, au café de la presse à l'époque. Ok. Et du coup, t'avais quand même, je sais pas, 200 personnes devant toi, assis, qui te regardaient avec des spots sur la tronche. C'est pas rien. Non. Et surtout qu'à notre époque, notre dragathon à nous, on avait 1h30 sur place pour se préparer. Ah oui. Ok. On devait être prêt. Il fallait y aller quoi. En 1h30 sur place. Ça a été la seule année où ils ont fait ça et c'était l'année la plus... Enfin, c'était hyper compliqué quoi. Parce que, en fait, pendant le show des paillettes, nous on se préparait. Du coup, la Casbah Glitter se faisait et nous, donc, du coup, avec toute la musique, l'enjambe, donc c'est pas hyper cool pour te préparer parce que t'as plein de choses que t'as envie de regarder, etc. Et on avait 1h30 pour se mettre en drag. Ok, ouais. C'est sportif. Ouais. Ça a été un sacré challenge. Parce que pour le coup, c'est un peu sport, 1h30. Même maintenant, et pourtant j'ai l'habitude, je mets 2 heures de make-up et 1 heure de préparation, quoi. Bon, après, parce que je prends mon temps, mais 1h30, c'était le sport. Mais j'en ai un très bon souvenir. Ok. Du coup, tout à l'heure, tu m'as parlé d'une de tes filles drag. Effectivement, tu t'es créé plus ou moins une famille drag à Paris avec des filles que tu as pris un peu sous ton aile, si on peut dire. Oui. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment c'est venu, qui est arrivé, comment ça s'est fait? Moi, les gens qui font partie de ma dynastie, puisque c'est ma dynastie. La dynastie Van Leer. La dynastie Van Leer, puisque je suis fan de Dynasty des années 80 et de John Collins. C'est tout simplement de là que ça vient. Parce que quand j'ai commencé le drag, je me suis dit un peu directement passionné, tourné vers les années 80, parce que c'était le truc que j'aimais le plus, c'est que mon personnage, j'aime bien le créer comme terme, de directrice d'une usine de production de préservatifs et aussi une maquerette de Maison Clos. D'accord. Et dans tout ça, dans les années 80, donc j'avais toujours les trucs un peu 80s, et du coup, Dynasty, la dynastie, c'est venu naturellement, puisque ça découlait de ce que j'aimais. Et ça s'est fait pareil, hyper naturellement, parce que du coup, mon meilleur pote, que j'avais mis plusieurs fois, j'avais poussé à mettre un peu en drague, à faire aller encore plus loin que les looks qu'il avait prévus et qu'il faisait, parce qu'à chaque fois, il faisait des looks hyper mode, et moi, je le poussais à aller encore plus l'artistique, encore plus loin, et avec qui on a fait toutes les soirées au début, encore maintenant d'ailleurs. Du coup, c'est devenu ma fille naturellement quand on a entendu des choses comme quoi on pouvait faire des filles. Et la deuxième fille qui est venue, c'est Karma, que j'ai rencontrée à la Pride en 2015. D'accord. Après le dragathon. Je l'ai rencontrée sur un char et on a tout de suite hyper connecté. J'étais en drague, j'ai marché dans les 7 km à l'époque où c'était 7 km. J'ai marché en drague en talons, je sais pas encore comment je fais pour survivre, mais bon. Et elle était sur un char à côté de moi et du coup on a hyper déliré et à un moment elle me demandait plus tard, quelques mois après, si je pouvais l'aider parce que ça aimerait bien essayer et du coup c'est pour ça que c'est devenu... je l'ai aidé à se make-upper et du coup c'est devenu ma fille. Et, au fur et à mesure il y a des gens comme ça qui se sont rajoutés, qui sont venus dans mon petit groupe de personnes proches, parce que c'est principalement des personnes proches qui sont venues mes filles.
Et pour arriver là où on en est, après, il y en a d'autres qui se sont raccrochés à moi parce que on a senti une connexion et du coup, elle faisait déjà un peu de drag de son côté et moi j'aimais bien ce qu'elle faisait comme Ruby. C'est Florent qui m'a présenté Ruby. Parce qu'il voyait qu'elle faisait un peu de drag sur son Insta, et il était là genre c'est trop bien. Et le truc avec Ruby, c'est que Florent m'a dit que Ruby voulait rentrer dans la famille, sauf qu'il lui a dit elle que je voulais qu'elle rentre dans la famille. Donc du coup il a fait en sorte qu'on se croise. C'est lui qui a créé les connexions, quoi. Exactement. Il a un petit peu embelli l'histoire. Exactement, et Ruby est venue, après plein de drags qui sont venus dans mon entourage, parce que c'est les gens avec qui j'ai une vraie connexion en dehors aussi du drag. C'est pas juste parce que j'ai envie de faire des filles, c'est juste que on a une connexion, elles veulent essayer des choses. Et moi, si quelqu'un a vraiment la niaque, parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà demandé, mais je sentais pas que c'était vraiment une envie, quoi. Et quand c'est comme ça, tu dis non? Ouais. Assez littéralement. Ouais. Je sais pas que je dis non, c'est juste que s'il n'y a pas la niaque, si c'est juste pour essayer une fois, moi ça me prend du temps, ça me prend aussi de l'argent parce que ça, du coup ça coûte des produits et les produits, on prend pas des produits de basse qualité, on prend des produits qui valent un peu le coup et qui tiennent. Et du coup, pour une personne qui veut juste essayer de se mettre en drag pour le fun, elle peut le faire tout seul. Moi j'ai commencé tout seul, donc j'ai appris tout seul. Et oui, en général, je dis non quand je sens qu'il n'y a pas un truc plus que pour performer ou pour être vraiment drag. Mais justement, on parle un peu du fait que ce soit un peu à la mode, entre guillemets, d'être drag et qu'il y en a beaucoup. On peut dire quand même qu'il y a une popularisation des drag queens, même si c'est quand même assez communautaire encore. Mais est-ce que tu vois cette mainstreamisation d'un œil positif ou pas vraiment? Si, c'est toujours bien parce que ça alimente la communauté drag et ça alimente la culture queer, parce que c'est hyper important pour moi que la culture queer se développe. Ouais. Après, mon seul problème, c'est que des fois, c'est tellement mainstreamé que du coup, les gens prennent des codes existants, mais pas forcément des codes de leur propre existence. C'est-à-dire que pour moi, un personnage drag, ça ne doit pas être une copie de quelqu'un ou quelque chose, ça doit être un truc que tu crées toi. Tu peux t'inspirer, tu peux prendre des codes, tu peux prendre des façons de te préparer, des façons des petites lignes de make-up, mais tout le reste, ça doit être toi, quoi. Ça doit pas être un copier-coller de ce qui est déjà existant ou qui a déjà été fait ou vu. En fait, le but, c'est que tu t'exprimes toi avec ton personnage, mais comme dans tout, en fait. Si un peintre refait un tableau déjà existant, oui, il est peintre, mais c'est pas sa création. Et c'est ça que... Donc il y a du positif et du négatif avec la mainstreamisation, puisque du coup les gens ne savent plus vraiment et perdent la créativité en fait du drag. Ouais. Enfin moi c'est ce que je trouve. Après, comme je dis, c'est toujours positif pour moi qu'il y ait de plus en plus de drag, puisque que ce soit drag king, drag queen, club kid, créature, c'est la culture queer et c'est hyper important qu'elle se développe et c'est hyper important que on sent que les gens ont besoin de s'exprimer, on sent que les gens ils ont besoin de dire des choses par rapport encore et toujours à la société qui, malgré l'ouverture d'esprit qui commence à venir un petit peu, il y a encore des choses qui posent problème. Et c'est hyper important pour toute cette génération, parce que c'est pas forcément que la jeune génération, c'est vraiment toute génération confondue, qui ont besoin de s'exprimer, qui ont envie de dire quelque chose, et ils le font par rapport au drag, et c'est hyper cool. Après, c'est la seule chose qui me pose problème avec la mainstreamisation du drag à l'heure actuelle, c'est que du coup, il y a trop de codes copier-coller, et du coup, plus d'expression personnelle. Ok. Et d'ailleurs, c'est une question que je pose un peu à tous mes invités. On parle de l'évolution de l'espace queer et de la place qu'on y attribue aux drag queens. Tu perçois des changements, toi, depuis ton arrivée? Clairement, le nombre de soirées maintenant, de drag show, même de show tout court, quel qu'il soit, c'est impressionnant par rapport à moi quand je suis arrivé. C'était en 2013, à part la Club Sandwich, la Divaz et la House of Moda, il n'y avait rien. Ouais. Enfin, parce que oui, les espaces queer, il y en avait, et encore, par exemple, la Flash Cocotte, je ne sais pas vraiment si je la considère comme un espace queer, parce que c'est quand même un espace où il y a beaucoup d'hétérosexuels. Et donc, c'est pas vraiment un espace de protection. C'est un espace de fête, mais c'est pas un espace de protection. Même si avant, elle était un peu plus protégée que maintenant. Ouais. Puisque quand c'était l'espace Pierre Cardin, c'était un peu plus queer 100%, puisque c'était fait pour trier vraiment les queers des personnes non queer. Mais maintenant, c'est devenu vachement plus étendu, donc il y a beaucoup plus une mixité. Donc, ce qui est bien, ce qui est
pour moi ce qui est bien et ce qui est pas bien, parce que du coup, c'est bien parce que ça montre que tout le monde peut s'amuser ensemble. En même temps, ça met pas d'espace de protection pour les personnes queer qui se sentent un peu forcément agressées par la société. Ouais. Mais par contre, c'est clair que le nombre de soirées là, à l'heure actuelle où il y a des drag queens en avant partout, et des fois pas forcément dans le bon mode, c'est impressionnant parce que moi je te dis, moi, quand j'ai commencé, ouais, il y avait pas grand chose quoi. Et du coup, c'est hyper cool. Et en plus, on voit de plus en plus de soirées où les gens ont vraiment envie de dire des choses. Je pense par exemple au Nice Show qui pour moi est encore jeune et récent, mais il y va sur une voie qui est importante parce que c'est là où il y a vraiment des choses qui sont dites. Et aussi des soirées comme le bingo Minima qui pour le coup c'est mettre au milieu d'un espace familial des drag queens qui font rire les gens, mais dans un cadre fun mais pas ridicule. C'est-à-dire qu'ils vont s'amuser avec les gens, quelle que soit leur sexualité, même avec les enfants, mais tout dans l'amour et dans le fun sans être ridicule pour autant, quoi. Ouais. Donc c'est des espaces qui sont vachement cool et vachement bien, et je trouve que c'est une très bonne chose. Après, oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Là, même moi, des fois, je suis perdu. Mais c'est bien qu'il y en ait de plus en plus. Et c'est bien que ça présente aussi beaucoup plus de choses variées. Et beaucoup plus de shows variés aussi, qui se mélangent de plus en plus. Et pas que des drag queens pour les drag queens. Qui est un peu le truc qui me fait un peu... Enfin, je trouve ça un peu dommage, quoi. Qu'il y ait des fois que des drags pour des drags. Ce qui est souvent le cas, peut-être. Ce qui est souvent le cas, parce que c'est les drag queens à l'heure actuelle qui sont mises en avant. Les drag kings sont encore un peu mis de côté, et pourtant on est quand même pas mal dans la communauté à essayer de mettre ça en avant, et eux-mêmes grossissent vachement et se mettent aussi en avant, et c'est ce qui est très très bien. Il y a la Drag My King, il y a la King's Factory de Jésus et de Thomas Outio, qui mettent justement en avant la culture king, et ça c'est hyper cool. Et voilà, quoi, ça c'est important, mais c'est vrai que c'est toujours les drag queens encore à l'heure actuelle qui sont mises en avant, puisque c'est la culture qui a été la plus visible du premier coup. Est-ce que, du coup, parce que on ne l'a pas encore fait, est-ce que Clément pourrait présenter Véro ? Ben oui, Clément, quand il pense à Véro, c'est la grosse mama, la mère de tout le monde, un peu chaleureuse et corpulente, qui reste femme d'affaires parce qu'elle a sa propre usine de préservatifs, comme je l'ai déjà dit, et elle est maquerelle de maison close. Du coup, elle a un gant de velours mais une pointe de fer. Oh waouh! Ouais. Tellement Véronique Arlandier. Exactement. Et je sais pas si tu m'as dit que tu avais écouté l'épisode avec la poudre, où j'ai fait la poudre avec la poudre. Poudre, tu as changé de nom. Tu deviens la poudre. Sache-le. Donc tu m'as dit que tu avais écouté l'épisode avec la poutre. À l'intérieur, j'ai fait une révélation fondamentale. C'était le fait que tu m'avais embrassé la main au concert de Bagarre sur Free From Desire. Je pense que tu n'avais aucun souvenir de ça. En tout cas, absolument pas. Moi, ça a été un point important dans ma vie. Wow. Donc voilà. Il y a aussi une chose dont on a peu parlé, c'est le boudoir Van Leer. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler ? Oui, alors le boudoir Van Leer, je l'ai créé il y a 3 ans, en 2016. Donc c'est ta soirée. Ouais, c'est ma soirée. Alors avant c'était un drag show, maintenant c'est devenu au fur et à mesure du temps un queer show. Il n'y avait pas que des drags parce que mon but c'était pas... Donc je l'ai créé en 2016. J'avais fait 2 éditions dans un lieu qui s'appelait le Club du Cercle, qui était une résidence de chef, mais qui était un ancien club de gentlemen des années 80, tout en velours rouge partout, des tentures en velours vert, 100% Véro, où il y avait un piano, et du coup j'avais fait du piano-voix, j'avais chanté live piano-voix au premier boudoir, j'avais fait une partie théâtrale avec Mademoiselle Etienne. D'accord. Au deuxième, j'avais booké Cookie, j'avais booké Lady Félix et Jérémy Platinier. Enfin, c'était un des premiers drag shows officiels qui existait, mais du coup après il a fermé puisque le lieu a fermé. Et moi je voulais pas ouvrir parce qu'il y a quelques lieux qui m'ont proposé de faire les boudoirs là-bas, mais ça correspondait pas à mon univers. Et du coup j'ai pris un an, 2 ans, un an et demi avant de refaire un autre boudoir. Parce que justement je trouvais pas le lieu qui correspondait à l'ambiance que je voulais, et la Mano m'a contacté
en décembre 2017 pour le faire chez eux. Parce que l'ancienne DA, elle voulait absolument qu'on s'était rencontrés, elle avait kiffé mon personnage, elle avait kiffé ce que je faisais, j'avais montré des vidéos. Puis je commençais pas mal déjà à performer dans pas mal d'endroits déjà, ou au moins à être présent dans pas mal d'endroits et invité dans pas mal d'endroits. Puisqu'à l'époque, les bookings, ça ne tourait pas les rues. Ouais. Donc, mais j'étais quand même déjà un peu en train de booker assez régulièrement. Et du coup, elle m'avait contacté pour faire ça, pour refaire le boudoir à la mano. Et du coup, j'ai repris le boudoir à la mano en février 2018. Et bah, du coup, ça a duré 1 an et demi, à peu près en plus, que j'ai arrêté. Là, le dernier boudoir que j'ai fait, c'était celui de la Pride, mi-juin, le 16 juin. Et c'est devenu, du coup, à partir de février 2018, plutôt un queer show qu'un drag show. Parce que pour moi, c'est important de représenter dans la communauté toute la diversité de la communauté. Donc, j'ai essayé au maximum. J'ai quand même invité en tout et pour tout 53 performeurs différents. Ouais. Et dans ces 53 performeurs, il y avait des club kids, il y avait des drag queens, des drag kings, des effeuilleuses burlesques, des créatures, des danseurs qui sont liés à la communauté queer, aussi qui ont l'envie de développer même dans d'autres sphères de la communauté queer. Parce qu'il n'y avait pas que des queers, mais il y avait aussi beaucoup d'alliés, il y avait aussi quelques alliés que j'ai invités, qui font partie des alliés de la communauté queer, parce qu'ils essayent aussi d'exporter dans d'autres milieux les artistes queer, pour montrer qu'il y a autre chose, quoi. Il n'y a pas que le classique que tu peux voir. C'était hyper important pour moi de montrer la diversité de tout ce milieu, et en dehors du milieu. Et t'as arrêté? Et j'ai arrêté, ouais, parce que ça me prenait beaucoup d'énergie, parce que c'était quand même 2 heures de show, 7 artistes, un DJ, et en fait mon corps ne suivait plus, et en plus voilà, je voyais bien qu'avec toute la nouveauté des drag shows, la diversité qui existe à Paris maintenant, le dimanche c'était plus compliqué. Mais du coup, j'ai décidé d'arrêter ça pour faire autre chose qui serait peut-être plus accessible à plus de gens et plus pratique aussi pour tout le monde. On arrive un peu à la fin du podcast. Traditionnelle question, est-ce que tu aurais un conseil pour ceux et celles qui aimeraient faire du drag? Ou s'y lancer, essayer, mais qui n'osent pas ou qui ne savent pas s'y prendre? Avant même de faire du drag, si on a cette idée, cette envie, c'est déjà d'aller voir ce qui se fait, d'aller soutenir ce qui se fait, d'aller montrer qu'on a un intérêt pour le drag et pas juste pour la fame du drag ou pour les abonnés ou pour l'achat. Non, on a vraiment envie on est intéressé par la culture drag, et avec la diversité des shows qui existent maintenant à Paris, c'est important d'y aller et de soutenir les shows et d'aller vraiment soutenir les drags et les drag kings et les créatures et les club kids qui performent. Déjà, et puis ça va se donner à soi, avant de faire du drag, ça va déjà donner une notion de ce que ça veut dire faire du drag. Et c'est hyper important pour moi que les gens retrouvent ce que veut dire faire du drag, à part juste mettre une perruque et du make-up. C'est pas juste ça, faire du drag, c'est une performance en soi, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui exprime des choses, c'est quelqu'un qui a envie de donner des choses à un public, qui a besoin d'exprimer des émotions personnelles, qui a besoin d'exprimer une créativité qu'il n'a pas l'habitude de faire en dehors de sa sphère, dans sa sphère familiale ou dans sa sphère professionnelle. Et la seule chose que je peux dire aux gens, c'est donc déjà supporter les drags qui existent et les shows qui existent, aller les voir et les soutenir, mais c'est surtout essayer ce que vous voulez essayer. Et ne copiez pas ce qui est déjà fait. Créer, même, il n'y a pas de mauvais ou de bons trucs, il y a juste laisser. Après, on va vers un chemin en s'améliorant dans les techniques, on va s'améliorer dans le visuel qu'on veut. Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon. Ce sera pas parfait directement, mais c'est pas grave. Mais il n'y a pas de perfection, ça n'existe pas la perfection, encore moins dans le milieu artistique, ça n'existe pas du tout. Il y a quelque chose que, ce qu'on peut définir comme parfait, c'est là où on veut aller. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive là où on a voulu aller, pour nous, c'est notre perfection. Et ça ne veut pas dire que c'est une perfection visuelle, ça ne veut pas dire que c'est une perfection technique. Ce qu'il faut faire avec le drag, c'est essayer, et encore essayer. Et sortir dans des endroits qui sont safe, dans des drag shows. En général, c'est pratique d'aller dans un drag show en première fois en drag, parce que du coup, on n'est pas seul, on est entouré de personnes qui sont là, qui sont bienveillantes. En tout cas, qui essayent d'un maximum, pour certains, pour certaines.
mais qui vont pas te dire ne fais pas, quoi. Au contraire, je suis drague, tu es drague, ou tu essayes de créer un personnage drague, bah continue, quoi. Donc il faut juste essayer, en fait. Il n'y a pas de miracle. Si on a envie, il faut juste se lancer. Mais surtout aller soutenir les autres. Merci Clément. Ben, je t'en prie. Merci à toi. Flamboyante est un podcast animé par moi-même, Arthur Lefebvre, et produit par Mauvaise Tête. Si vous avez aimé cet épisode et que ce n'est pas déjà fait, vous pouvez écouter les précédents et aussi laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Intense passion.